Elle est autrice, compositrice, interprète, révélée en 2002 avec la Star Academy, mais elle est aussi romancière. Je suis ravi aujourd'hui de retrouver Emma Domas. Bonjour Emma. Bonjour. Merci de m'accueillir. Avec grand plaisir, merci d'être venu jusqu'à moi. C'est un plaisir de vous retrouver avec un 5e nouvel et très bel album qui s'appelle L'Art des naufrages. Un album qui est autoproduit. Tout à fait, je suis ravie que vous commenciez par là. C'est une belle introduction. C'est important pour vous. Très important parce que c'est on va dire, une navigation personnelle et existentielle que je mène depuis quelques années, qui comporte à la fois effectivement l'écriture et la composition, mais aussi le fait d'être totalement libre de mes choix artistiques, de ma direction, de la façon dont j'ai envie de communiquer sur mon projet et de l'inscrire voilà, dans le monde. Et pour moi, c'était important de créer ma structure de production et d'autoproduire ce projet. Vous gagnez en liberté, je sais qu'elle est importante pour vous. La liberté est fondamentale pour moi. Je me rends compte effectivement avec le temps que je suis peut-être un petit peu anarchiste dans l'âme. J'aime pas trop quand il y a trop de codes, trop de cadres, trop de règles. En tout cas, je trouve que c'est un peu anti-créatif, quoi. Voilà. J'ai vécu des choses magnifiques dans mon parcours, dans ma carrière, dans ma vie d'artiste. J'ai eu beaucoup de chance de mener des expériences diverses et variées, et notamment à la télévision et avec des grandes, les grandes maisons de disques et l'industrie du disque qui m'a apporté déjà de la notoriété, de la visibilité, beaucoup de rencontres, beaucoup d'expériences très enrichissantes et 3 jolis albums de début de carrière. Mais c'est vrai que j'ai eu assez rapidement cette frustration de ne pas pouvoir avoir trop la main et la maîtrise sur mes projets qui ne m'appartiennent pas. Déjà, c'est compliqué ça, que mes œuvres ne m'appartiennent pas. Et puis c'est vrai qu'on sent que l'espace de création est plus restreint, plus limité. Parce que dans une industrie, tout simplement, il s'agit de se vendre. Et de produire des produits. Voilà, et de produire effectivement des petits produits pour aller dans des bacs. Et du coup, ça implique des formats que je comprends parfaitement, que j'ai eu, j'ai eu plaisir à explorer tout ça, mais j'en ai retiré que c'était certainement pas un mode de fonctionnement qui convenait à mon épanouissement. Vous n'allez pas dire le contraire, évidemment, mais cet album-ci, j'ai l'impression qu'il vous ressemble, qu'il ressemble à la femme que vous êtes aujourd'hui. Oui, et c'est marrant parce que j'ai l'impression que tous les albums que j'ai faits me ressemblent au moment où je les ai faits. Donc déjà, c'est un bon point, hein. Je ne me suis pas trahie ou travestie à aucun moment de la fabrication, de la production de mes disques. Tout simplement, avec le temps, avec l'expérience, mon premier album est sorti il y a 18 ans maintenant, j'ai affirmé, affiné, creusé davantage déjà ce que j'étais, et je me suis construite progressivement, parce que j'étais très jeune quand j'ai démarré ma carrière. Et puis surtout ma réflexion autour de tout simplement de ma proposition artistique, de quel artiste j'étais, qu'est-ce que je pouvais apporter dans la chanson, quelle était ma vocation, ma mission. Je crois que c'est à partir du 3e album. J'entendais l'autre jour Lou Doyon parler de ça très justement. Elle disait que bon voilà, les 2 premiers albums, c'est ce que j'ai ressenti, on les fait de façon peut-être un petit peu impulsive, un petit peu intuitive, et à partir du 3e, on commence à se poser des questions. Bon, voilà, ça y est, j'ai commencé à installer un truc, mais qui suis-je? Quel artiste je suis? Avec la réflexion aussi, qui est celle que vous laissez une trace, et que donc forcément, il faut qu'elle soit la plus belle possible. Oui, je crois qu'effectivement, chaque production se doit d'être chiadée. Après, il y a des propositions qui vont peut-être pas laisser de traces, et c'est pas grave, parce qu'elles font partie d'un processus. J'ai eu la chance dans ma carrière de rencontrer une productrice qui s'appelait Danielle Molko, une illustre éditrice de grandes chansons françaises et qui m'a accompagnée pendant quelques années et qui disait qu'il lui arrivait d'accompagner des projets de certains artistes dont elle savait que ça ne marcherait pas forcément, mais qu'il était important pour le cheminement de l'artiste. Et bon, évidemment, j'ai jamais rencontré d'autres producteurs capables d'avoir cette lucidité et de prendre ce genre de risque.
Mais ça a été un vrai cadeau pour moi de rencontrer cette femme parce qu'elle m'a donné, son sens du respect du cheminement artistique, et elle m'a prouvé que c'était possible dans nos métiers d'agir de la sorte. Et je me suis beaucoup inspirée d'elle quand elle est partie. Cet album, justement, occupe une place importante dans votre discographie, dans votre parcours? Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, cet album aurait dû naître avec elle. J'aurais dû le produire, c'est elle qui aurait dû le produire, et il devait s'appeler Vivante. Nous avions sorti déjà les prémices d'un album en 2016 sur un EP, et nous étions en train de travailler sur un album. Et au moment où j'écris la chanson L'Art des naufrages, Danielle Molko disparaît brutalement, et elle est décédée en janvier 2017. Et à ce moment-là, évidemment, ça a été un véritable tsunami dans ma vie, puisqu'elle était à la fois mon agent, ma productrice, mon éditrice, mais aussi une amie très chère, et qu'elle m'avait, qu'elle avait été très importante dans la deuxième partie de ma carrière. C'est-à-dire que je le vis comme ça, il y a eu une première partie, la télé, les majors, tout ça, et puis la deuxième partie que j'ai souhaitée plus artisanale, plus en accord aussi avec ce temps de gestation dont ont besoin les artistes pour produire des disques, c'est-à-dire pas faire des trucs à la chaîne, quoi. Prendre le temps d'écrire, prendre le temps de s'inspirer, de faire les bonnes rencontres, c'est hyper important dans nos métiers. Et on a souvent tendance à oublier que ces moments de gestation sont vraiment fondamentaux, quoi. Voilà, et donc c'est tout le début de cette deuxième carrière a été accompagné par Danielle, et moi j'avais vraiment l'impression d'être arrivée au bout d'un cheminement avec elle, d'avoir trouvé quelque chose avec elle, et puis elle a disparu brutalement, donc il a fallu se réinventer, et encore une fois, et donc naturellement, comme la dernière chanson que j'avais écrite était L'Art des naufrages et qu'elle parlait de résilience, je me suis dit que c'était un bon point de départ pour un nouveau projet. C'est un titre fort? C'est un titre fort de sens, oui, tout à fait. Et puis c'est un titre aussi qui nous invite au voyage, parce que dans Naufrage, il y a navigation, et dans navigation, moi j'aime voir ma vie comme une navigation existentielle, et les symboliques pour moi sont fortes. J'y voyais comme ça, comme une odyssée. Allez, on part à la conquête de soi par le voyage, et le but c'est le voyage lui-même. Pas de but à atteindre, le voyage lui-même. Et on fait un carnet de bord. Et L'Art des naufrages, c'est vraiment un projet carnet de bord. Et du bateau, vous aimez en faire aussi? Alors, je crois que j'ai un peu le mal de mer. Je préfère, je crois, la navigation existentielle à la navigation réelle, mais j'adore la mer. J'adore la mer. Je suis un être du sud, du soleil, du sable chaud, et j'ai tous mes souvenirs d'enfance à la mer. Donc, oui, j'aime l'eau, j'aime la mer. Voilà, mais effectivement, donc ce projet, il a démarré d'une façon un petit peu originale, on va dire, puisque en 2018, il m'a été proposé par un festival d'art contemporain d'investir une cabine de plage à Trouville-sur-Mer. Et j'ai imaginé une performance qui s'appelait Chantease avec mon accordéoniste Laurent de Robert. Et Chantease, ça veut dire à la fois en anglais, dans le vieil anglais, ça veut dire cabane, chantier et chant de marin. Et ça me semblait être parfait pour démarrer cet art des naufrages. Et on a inventé une performance de concert pour une personne. Et on recevait le public l'un après l'autre dans cette cabine, et on lui chantait soit L'Art des naufrages, soit Mermaid's Blues, selon s'il tirait avec une pièce magique à île ou labyrinthe. Ça a été le départ de ce voyage, la première escale de ce voyage, qui nous a ensuite mené à un spectacle à Avignon et puis à un album. Alors, sur ce disque, vous parlez de l'enfance, de l'adolescence, d'avoir des enfants, vous en avez eu 2, de la mort et même de spiritualité. Vous êtes une femme spirituelle? Oui, en fait, j'ai un rapport à la spiritualité et au divin très fort, parce que pour moi, en fait, dans ma vie, j'ai toujours pensé que tout avait un message. Tout était guidé par des forces.
je crois beaucoup à la nécessité de l'être humain d'être guidé par des forces supérieures. Par contre, je ne suis pas du tout religieuse, enfin, je ne suis pas dans la religion, il n'y a pas de religion vraiment qui me parle. Je trouve que c'est super beau les symboliques. J'adore les symboles parce qu'ils rassemblent en fait. La symbolique parle des êtres humains et nous rassemble tous, ou parfois même nous divise, mais le symbole plus que la religion nous rassemble. Et c'est pour ça que je crois que j'ai un problème avec les religions, parce que les religions divisent. Un vrai problème, non? Elles ne vous conviennent juste pas, mais... Oui, c'est ça, c'est que, moi, non, c'est pas un vrai problème, effectivement, c'est juste que je me sens pas en appartenance à une religion. Ça ne vous empêche pas d'avoir l'air équilibré et épanoui? Oui, mais parce que je crois que j'ai quand même ce rapport au divin, à quelque chose de supérieur. Et oui, j'ai tendance effectivement à essayer de le ressentir et de le voir partout dans mon existence. La Star Academy, c'était en 2002, je le disais, on va en parler un tout petit peu. Elle a été une expérience bouleversante et un peu traumatisante, avez-vous dit. Et je me suis demandé en quoi est-ce que cette expérience vous avait traumatisé. Il faut pas en rajouter non plus. C'est pas non plus le bagne, mais elle est bouleversante dans la mesure où votre vie change du jour au lendemain. Et votre rapport au monde change du jour au lendemain, et le rapport que le monde a envers vous change du jour au lendemain. Et de façon extrêmement forte, parce que c'était les débuts des télé-crochets, qu'il y avait un engouement pour ce genre d'émission, et que chaque semaine, chaque samedi soir, c'était des millions et des millions et des millions de téléspectateurs, et que d'un coup on devient célèbre, et qu'on est en plus... loin de sa famille, loin de ses proches. La promesse est tenue, alors on devient célèbre. Oui, alors ça c'est sûr. La promesse d'être célèbre est tenue. On ne vous avait pas prévenu de tout ce qui allait avec. Non, bien sûr, mais parce que je crois que c'est difficilement prévisible. En fait, personne ne peut se figurer de ce qui va se passer quand... C'était impossible de prévoir ça. Mais je pense que tout le monde s'est laissé un peu dépasser aussi, même l'émission elle-même, dépassée par leur succès, quoi. Mais en tout cas, ça veut dire beaucoup sur le besoin la nécessité de reconnaissance des gens en général. Et moi, ce que j'en ai retiré, c'est que ce qui avait été en fait un petit peu difficile, c'est que donc j'étais très jeune, et quand on est très jeune, on n'est pas encore totalement construit affectivement, psychologiquement. Et que justement cette reconnaissance très forte d'un seul coup peut parfois être prise pour de l'amour peut-être, et on est tous à la recherche de l'amour, et peut-être aussi de l'amour propre, de cet amour dont on a tous besoin, ce respect de soi. Surtout au début de sa vie, quand on se construit, qu'on se cherche, qu'on ne sait pas encore totalement qui on est. Exactement. Et cet amour-propre, ce respect de soi qui finalement, tout d'un coup, est alimenté par tout le désir des autres et la reconnaissance des autres, il est extrêmement déstabilisant en fait. Parce que là, pour le coup, il était tellement... C'était pareil, c'était un tsunami, quoi. C'est une grosse vague. Donc on a tendance à se perdre un petit peu là-dedans, à plus trop savoir qui on est, et puis à se déconnecter progressivement, enfin pas si progressivement, moi ça a été très très vite, à se déconnecter un peu du reste du monde, et déjà c'est très difficile d'avoir des discussions et des rapports normaux avec les gens quand on est très célèbre. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous à cette époque ? Je pense que c'était le fait d'être effectivement toujours dans un costume, d'avoir perdu ce rapport à l'authentique, à l'authenticité, à la sincérité, parce que c'était très difficile, il fallait se protéger aussi, c'était un peu violent tout ça, d'un coup on est jugé par tous, on est abordé tout le temps, on est un peu vampirisé aussi parfois, il y a des mauvaises rencontres, donc il faut se protéger. Et pour se protéger, on est obligé de se couper. Et moi, d'être coupée du lien humain, ça a été très difficile pour moi. Mais voilà, et c'est quand c'est progressivement, voilà, quand toute cette célébrité à outrance
se calme, s'apaise et que ça redevient un peu plus normal. Et puis c'est mes voyages au Brésil, moi, qui m'ont définitivement apaisée et calmée, et qui m'ont fait me reconnecter au rapport humain normal, naturel, parce que je n'étais pas du tout connue là-bas et que j'ai fait des très très belles rencontres et que j'ai noué des nouvelles amitiés. Et voilà. Les blessures se sont refermées, mais est-ce qu'elles ont laissé des cicatrices? J'espère, c'est beau les cicatrices. Moi, je suis le genre de personne qui croit que en fait, il faut embrasser toutes les expériences de l'existence, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Je pense que c'est ça. En fait, je vais revenir à votre question sur la spiritualité. Pour moi, c'est ça, Dieu. L'existence, elle est multiple. Pourquoi ce serait que le positif, en fait? C'est la totalité de l'existence qui est importante, et c'est la façon dont on va l'embrasser qui compte. J'ai la chance d'avoir été, je crois, bien éduquée, d'avoir des valeurs saines, des attaches profondes à ma famille, à mes amis. Et tout ce rapport au monde m'a finalement aidée à m'ancrer, me positionner et à faire de toutes ces expériences une force. Votre spiritualité, c'est croire aux forces de la vie? Oui, totalement, effectivement. Je crois en toutes les forces. Je suis peut-être plus polythéiste que monothéiste. Il y a des dieux partout. Votre parrain artistique s'appelle Maxime Le Forestier, Oui. artiste bien connu. Quel rôle est-ce qu'il joue dans votre parcours? Maxime a joué un grand rôle à des moments déterminants de ma vie, de ma carrière. Déjà, on s'est rencontrés sur le plateau de la Starac en 2002. Il avait dans son entourage des musiciens qui me soutenaient, dont un grand guitariste qui s'appelle Michel Aumont. Et donc j'en suis très reconnaissante parce que Michel et Maxime ont joué un rôle sur mon premier album. Ils m'ont écrit une chanson qui s'appelle La Racaille et qui m'a permis déjà d'obtenir une première crédibilité, on va dire, dans ce milieu. Je venais de sortir d'une émission de télécrochet. À l'époque, c'était un peu mal vu par la profession. Et j'arrivais chez Polydor, chez Universal. Et il fallait effectivement faire ses armes, et en même temps, j'étais très jeune, donc c'était difficile pour moi d'affirmer quelque chose de très abouti. Et Maxime et Michel ont aidé à ça dans un premier temps. Et puis je savais Maxime extrêmement bienveillant envers mon projet. Et c'est vrai que quand j'ai quitté Universal et qu'il a été question d'entamer ma deuxième carrière, mon deuxième parcours de vie professionnelle, et que je savais que ça passerait par l'écriture, c'est lui que je suis allée chercher. Parce que j'avais besoin de conseils, j'avais besoin d'un avis éclairé, et je savais que j'avais besoin d'évoluer, que j'avais besoin de grandir dans mon écriture. Et il n'y a pas de cours intensifs d'écriture pour les auteurs. Effectivement, on peut faire des stages d'écriture à droite à gauche, mais se nourrir des échanges avec les autres auteurs. Mais c'est vrai que je sentais que j'avais besoin d'aller plus loin que ça. Et Maxime a joué ce rôle-là qui a été fondamental à ce moment dans ma vie. Déjà, il m'a accueilli chez lui d'égal à égal, avec grande générosité. Il a accepté de lire mes textes, de me donner son avis, et puis progressivement ça s'est transformé en une sorte de stage d'écriture. Et ça a été 6 mois dans ma vie qui m'ont fait gagner 10 ans, je crois, parce qu'il est l'auteur qu'on connaît. Et voilà, ça m'a donné tous les outils dont j'avais besoin, toute la confiance dont j'avais besoin aussi pour enfin m'affirmer en tant qu'auteur-compositeur. Quand et comment écrivez-vous? Ça fait très longtemps que je n'ai pas écrit. J'ai des périodes d'écriture, effectivement. Avant d'être maman, j'écrivais la nuit, beaucoup, le soir, la nuit, parce que c'était propice au silence et au calme intérieur. Et ensuite, à partir du moment où ma fille est née, je suis devenue une sorte de robot de la discipline, vous voyez. C'est devenu effectivement, du coup, parce que quand on a des enfants et une vie familiale et une vie maternelle, on a beaucoup d'obligations.
vos auditrices et vos lectrices le savent, qui sont mamans. Et donc, du coup, il faut optimiser son temps et son organisation. Elles donc, le savent, et comme vous, il y a beaucoup de super mamans exactement, qui travaillent et qui quand même assument et assurent leur rôle de maman au quotidien et qui sont présentes pour leur famille et qui, pour qui c'est très important que leurs enfants mangent des bons petits plats cuisinés par maman, bio, du marché, de saison et qui veulent quand même assurer et cartonner dans leur travail. Donc oui, c'est vrai qu'on est sur tous les fronts. Bon, il y a de plus en plus de super papas aussi qui font ça. Mais les mamans sont particulièrement sur tous les fronts. Et en ce qui me concerne, surtout pendant l'écriture en fait, des chansons de l'Art des naufrages et puis de mon roman Supernova, eh bien, je posais ma fille le matin chez la nounou. Et je savais que j'avais un espace-temps qui était très limité d'écriture. Donc je travaillais 3 heures le matin, je faisais une pause déj, je faisais une micro-sieste et puis je m'y remettais 3 heures l'après-midi. Puis j'allais chercher ma fille. C'était vraiment ouais, c'était très discipliné tout ça. Mais je crois que pour arriver à ses fins, on est obligé ouais, de se discipliner. Et c'est ce que Maxime aussi m'a appris, c'est-à-dire que avant j'étais un peu une adepte des premiers jets, des trucs très impulsifs, l'intuition, tout ça. Non, le travail, il faut y revenir, il faut s'y tenir. C'est quelque chose de finalement de très contraignant d'écrire. C'est pour ça que j'ai commencé, mais j'ai pas continué l'écriture de mon 2e roman parce que ça nécessite vraiment un engagement absolu. Il faut être très discipliné, très disponible. Et que pour l'instant, j'ai pas le temps. Mais voilà, et puis il y a des périodes où j'écris pas du tout parce que là, par exemple, depuis 2019, depuis fin 2018, j'ai créé une structure de prod, un spectacle, un album. Je suis devenue maman pour la 2e fois et que tout simplement, c'était pas le moment. Voilà, c'était pas le moment. Il y a des moments où on est vers l'extérieur, où on doit s'exprimer dans la matière. Et puis il y a des moments beaucoup plus introspectifs de gestation. Et dans ces moments-là, c'est plus propice à l'écriture. Mais est-ce qu'écrire vous donne du plaisir? Vous dites c'est pas mon truc, mais vous le faites et vous le faites très bien. Oui. Ah si, c'est mon truc absolument. J'adore écrire, mais c'est dans la souffrance. On est maso. C'est une souffrance absolue. Mais quand vous voyez le résultat comme nous l'entendons, j'imagine que la joie est immense. Mais oui, c'est jouissif, c'est formidable en fait d'écrire parce que non seulement on traverse quelque chose, c'est la traversée d'un... En fait, c'est comme un sport de haut niveau, je crois. C'est que quand on est dans l'effort, quand on fournit l'effort, il y a une certaine souffrance à le faire, mais il y a en même temps quelque chose de l'ordre de l'élévation. De l'esprit en ce qui concerne l'écriture, de cette, à mon avis, pour moi aussi, de cette connexion avec cette espèce de sphère divine et magique qu'est l'inspiration. Parce que l'inspiration, pour moi, elle n'est pas du tout individuelle. L'inspiration, elle est commune. Je veux dire, tous les artistes sont connectés sur les mêmes canaux, quoi. Après, on donne à notre art la forme singulière que nous sommes. Mais pour moi, c'est la matière artistique, elle est totalement commune, on se la partage tous, en fait. Donc ouais, il y a une dimension très, très spirituelle là-dedans. Donc oui, bien sûr que c'est jouissif, c'est jouissif. Vous l'évoquiez, les bons petits plats, la cuisine, etc., que vous préparez pour vos 2 enfants. Le papa aussi, il contribue? Le papa, il fait très bien les pâtes. Et c'est un formidable partenaire de jeu pour les enfants. Mais mon compagnon, il est artiste lui aussi. Et il a aussi, lui aussi beaucoup d'occupations artistiques et de voyages. Et voilà, donc on se relaie en fait beaucoup. Et puis on prend aussi des temps pour nous, évidemment. Vous avez fait le choix d'être végétarienne. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous? En fait, c'est pas vraiment un choix. Je le subis un peu, le fait d'être végétarienne. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense que donc je suis pas militante écolo, mais je suis vraiment écolo dans l'âme. Et j'ai vraiment envie. Moi personnellement, je suis une fille de la nature. J'aime la nature, je me sens bien dedans. Je suis très contente d'avoir un toit sur la tête et du chauffage et de l'eau chaude, bien sûr. J'irai pas vivre dans la forêt, mais je suis très
consciente qu'il y a une harmonie dans la nature à respecter. Et je pense qu'on a dépassé toutes les limites, nous les êtres humains, et toutes les règles de l'harmonie pour que les écosystèmes tiennent debout, tout simplement. Voilà. J'ai arrêté de manger de la viande parce que j'ai pris conscience que la viande était un gros problème écologique. Et aussi parce que je ne supportais plus la souffrance animale. Je dis pas qu'il faut arrêter de manger de la viande. En fait, je pense qu'on devrait pouvoir manger de la viande, mais on devrait pouvoir manger de la viande qui a été élevée dans des animaux qui ont été élevés dans des bien meilleures conditions. Je suis contre toute l'industrie de l'agroalimentaire qui a bâti des usines autour d'êtres vivants. Donc pour ceux qui ont envie de continuer à manger de la viande, vous encouragez à avoir une consommation responsable, comme on dit. Exactement. Le jour où la consommation et donc la production sera responsable, c'est-à-dire le jour où on considérera que tuer une bête, mais c'est bête ce que je vais dire, c'est con, mais je pense que nos ancêtres, ils étaient totalement connectés à ça. Enfin, je veux dire, nos lointains ancêtres, c'est-à-dire qu'on se rendait compte de ce qu'était le sacrifice d'une bête. On n'en mangeait pas tous les jours, et quand on en mangeait une, elle nous durait longtemps, et on la préparait, et on jetait pas les restes à la poubelle. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, et ben, le jour où on aura effectivement une consommation responsable de l'être vivant, alors dans ces cas-là, je pourrais remanger de la viande. Et votre famille, elle mange de la viande, le papa, les enfants? Mes enfants et mon compagnon ne sont pas végétariens, mais ma fille commence à être flexitarienne. En fait, moi, je veux imposer rien à personne. Chacun est libre de ses choix. Mon fils est trop petit, voilà, donc je lui donne une consommation très raisonnable de viande, mais c'est d'ailleurs pas du tout tous les jours, mais il en mange quand même. Ma fille, pour le coup, elle a 8 ans, donc elle peut décider maintenant, elle peut commencer à décider. Et elle a décidé d'être flexitarienne, c'est-à-dire de manger de la viande, d'avoir le droit de manger de la viande 3 jours par semaine, et puis les 4 jours d'après, elle ne veut plus manger de viande. Voilà, ça a fait son chemin, elle choisira ce qu'elle voudra faire quand elle sera plus grande. Quel genre de maman êtes-vous? Waouh, c'est difficile, je sais pas. Je suis une maman qui est attentive à, je crois, et j'espère, en tout cas c'est ce que j'aimerais, à l'individu qu'elle a enfanté. Donc j'essaye d'être la plus consciente possible des caractéristiques de mes enfants, de qui ils sont vraiment, voilà, de quel est leur caractère, quelle est leur nature, quelles sont les peurs qu'ils traversent, quelles sont les grandes forces qui les animent. D'ailleurs, ma fille est dans une école Montessori, et une école merveilleuse. Et ce que j'adore en fait dans cette école, c'est que non seulement ils prennent en compte la singularité de l'individu, qui il est, comme je vous le disais, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, là où il faut accompagner, là où il faut laisser faire, mais aussi quelle est sa place dans le groupe. Et déjà avoir une observation sur la place dans le groupe à l'école d'un enfant, c'est déjà se préfigurer quelle peut être sa place dans la société et dans le monde. Et je trouve ça génial, et moi je suis très attentive à ça, puisque j'ai envie à la fois d'accompagner ma fille dans ce qu'elle est, mais à la fois aussi de la laisser devenir, de la laisser être. Et c'est pour ça que je la montre jamais, en fait. Je veux pas, moi, être la personne responsable de la médiatisation de mon enfant, parce que je veux déjà qu'elle lui permette de choisir si elle a envie ou non. Et puis je veux respecter, oui, je veux pas lui infliger aussi le fait d'être la fille de. Ça veut dire que certains médias vous ont demandé de la montrer? Oh bien sûr, mais très souvent on nous demande de montrer nos enfants, bien sûr, parce que le public a envie de les voir, et ce que je peux comprendre. Enfin, moi-même, quand je vois des stars que j'adore, je me dis « Ah oui, ils doivent être trop beaux, leurs enfants ». Non mais je comprends très bien, c'est hyper humain. Mais moi, je trouve que je pense qu'il faut protéger ces enfants. Ils ont le droit de devenir les êtres humains qu'ils ont envie de devenir, et sans être les fils et filles d'eux. Et voilà, et c'est à eux de décider plus tard. Vous êtes fille unique? Ouais. Quels souvenirs vous gardez de votre enfance? Très choyée, très accompagnée, très aimée, très respectée.
un peu trop coucounée. J'ai découvert le monde dans toute sa diversité. J'ai découvert une diversité en partant de chez moi. Voilà. Chez moi, c'était un monde de bisounours, quoi. Donc j'ai découvert la diversité du monde en partant de chez moi. Donc c'est pour ça que je dis un peu trop protégée, mais en même temps, ça m'a donné des bases ultra solides. Mais oui, vous étiez une enfant heureuse. Une enfant unique, une enfant attendue, une enfant désirée et une enfant heureuse, ouais. Quelle petite fille étiez-vous? Déjà heureuse? Quelle petite fille étais-je? J'étais à la fois rêveuse, un peu solitaire. Je passais des heures dans ma chambre à inventer des histoires, à chanter, à me mettre en scène, à écrire des paroles de chansons. Donc je savais vraiment m'occuper toute seule. J'avais mon univers, j'avais mon monde. À la fois, j'avais du caractère. Je pouvais être leader dans les groupes. Je pense que mes parents m'ont toujours élevée quand même dans la bienveillance et dans le respect des autres. Mais j'ai dû avoir des moments un peu autoritaires. Je pense que ça, c'est un trait de caractère qu'on se transmet de femme en femme. Avec vous ou avec les autres autoritaires? Avec les autres d'abord, et puis c'est maintenant avec moi beaucoup. Et de quoi rêviez-vous alors lorsque vous étiez petite fille? À quel métier rêviez-vous? Déjà d'être artiste ou bien vous aviez d'autres rêves pour plus tard? J'ai jamais envisagé autre chose que d'être chanteuse et de vivre de la musique. J'ai eu de la chance parce que franchement, ça arrive pas à tout le monde, donc j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Mais d'aussi loin que je m'en souvienne, la musique était là, oui. Vous avez 37 ans. Que vous inspire le coup d'œil dans le rétroviseur? Quel parcours, quelle richesse, quelle chance. Quelle chance j'ai eue de pouvoir vivre 1000 vies en une. De faire toutes ces rencontres, toutes ces expériences, de me balader de milieu en milieu, de faire de très beaux échanges et de vivre à la fois... oui, c'est ce que j'aime dans l'art des naufrages, c'est de pouvoir utiliser cette symbolique. J'aime toutes ces conquêtes et tous ces naufrages. J'aime la complexité de mon existence et à la fois, aujourd'hui, je me sens très ancrée. Très bien. Là, en paix. Ça se voit. Tant mieux. En me replongeant dans votre vie et votre parcours, je constate qu'à chaque fois que vous avez failli tomber, ça n'est pas arrivé. Vous avez toujours su rebondir. Comme un équilibriste sur un fil. C'est marrant, ouais. J'ai deux raisons. J'ai une raison rationnelle et puis une raison plus onirique. Je crois que j'ai un caractère qui me pousse effectivement de l'avant. J'ai un instinct de survie très développé. Et la raison moins rationnelle, c'est que je dois avoir quelques bonnes étoiles, quelques anges gardiens. C'est sûr. L'écriture de la suite de votre deuxième roman, vous allez vous y replonger. C'est le bon moment pour vous y remettre? Alors je pense que l'année 2021 risque d'être encore un petit peu chargée. J'espère pouvoir m'y replonger, oui, peut-être au printemps, pouvoir recommencer au printemps, puisqu'on peut, à mon avis, toujours pas jouer, et ça va être difficile de voyager. Et bon, donc c'est vrai que ça va nous pousser un petit peu là. Peut-être ça va me pousser un petit peu à l'écriture. Ça serait bien. Mais sinon, il y a plein de projets. Il y a plein de projets pour la suite. Des projets pour de live, évidemment, pour faire vivre l'art des naufrages sur scène, ce qui serait vraiment génial. Mais vraisemblablement plutôt pour la fin de l'année et l'année prochaine. Et puis je travaille aussi avec des artistes contemporains, dont un artiste qui s'appelle Maxime Rossi, et dont l'œuvre
sur laquelle je travaille avec lui vient d'être rachetée par le Centre Pompidou. Et il y a plein de belles aventures qui s'annoncent. D'ailleurs, j'étais l'année dernière, je crois. Non, 2019. Oui, j'étais enceinte. J'étais en 2019 au Canal Pompidou de Bruxelles pour une performance là-bas pour cette œuvre. Et cette œuvre va encore nous faire voyager. Et a priori, en 2021, il y a un très gros projet qui s'annonce aussi. Donc, plein de nouvelles aventures. La suite, comment l'envisagez-vous? Bien, a priori. Bien. Et puis si on se projette un peu plus loin, mes rêves les plus fous, on va dire qu'une fois qu'on aura bien voyagé, que j'aurai bien voyagé seule, j'aimerais reprendre la route plus accompagnée. J'ai envie de projets collectifs, j'ai envie avec mon association Les Enfants Sauvages Musique, on organise aussi donc des événements culturels sur Avignon et on essaye de soutenir des artistes locaux. J'espère que ces projets vont s'étoffer aussi. On a un projet de festival pour soutenir la scène française et la chanson française. On a hâte de vous retrouver sur scène en tout cas, surtout depuis que j'ai le plaisir d'avoir découvert ce nouvel et bel album, Merci. L'Art des Naufrages, que vous retrouvez évidemment dans le commerce et sur toutes les plateformes. J'étais ravi de partager ce moment avec vous. Peut-être si on peut le préciser, on peut trouver L'Art des Naufrages sur mon site internet, puisque j'ai fait aussi ce choix de l'indépendance. Et donc vous le trouverez sur emmadomasofficiel.com et nous l'envoyons jusqu'en Belgique, évidemment. Nous avons eu déjà beaucoup de commandes de chez vous, donc... Des gens qui ont du goût, évidemment. Évidemment. C'est un petit bijou cet album, donc je vous le recommande vivement gentil. Et c'est la raison pour laquelle je suis d'autant plus heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était un plaisir. Et à bientôt, chez vous, j'espère. Mais je l'espère aussi. À très vite. C'est dit et c'est enregistré. Voilà. Merci à vous de nous suivre de plus en plus fidèles. À très vite. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. À très vite.